qui concerne beaucoup les juifs. Il s'agit des lois des agents immobiliers, des halakhot qui sont, j'allais dire, qui sont actuelles, qui sont dans beaucoup de cas. J'entends au Bédine, on entend beaucoup de questions qui sont posées à ce sujet parce qu'en général, quand on est agent immobilier, souvent la personne ou l'acheteur ou le vendeur refuse de nous payer, ou des fois c'est l'inverse. Des fois, l'acheteur il tohne que l'agent immobilier l'a trompé, il lui avait promis l'Amérique, puis finalement c'était même pas la Russie ni l'Ukraine. Donc finalement, ils se retrouvent dans c'est là, en général, c'est à ce moment-là que les questions se posent. Donc vous allez voir le shoresh, la racine, le mécor, la source. Attends, juste la chaise et le boulot. Désolé. Voilà. Donc on va voir le shoresh, donc le mécor, la source, les tenants de ces halakhot, d'où elles viennent, d'où on les apprend, et puis surtout les aboutissants sur le terrain. Qu'est-ce que la halakha nous oblige, qu'est-ce qu'elle nous oblige à faire. Et à notre époque, est-ce que la halakhot ont peut-être changé? On sait très bien, la dernière fois on avait parlé de minhag ha-soharim, ce sont donc un corps de métier, c'est eux qui vont fixer les conventions. Chaque corps de métier, il a la capacité de changer et d'imposer leur manière de voir les choses. Ça s'appelle minhag ha-soharim. Vous vous rappelez, j'avais donné l'exemple d'une personne qui voudrait acheter du vin, et à l'époque, comment on faisait pour acheter du vin? On ne faisait pas un kinyan comme les 4 sortes de kinyan, les 4 sortes d'acquisition que la Torah nous propose, mais on faisait une croix. On prenait une craie comme ça et on faisait une croix sur le tonneau. Et à ce moment-là, dans la halakha, c'est considéré comme si j'avais fait une acquisition totale. Et même si après je me rétracte ou le temps que j'aille chercher l'argent à la banque, le cours du vin s'est effondré parce qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, malgré tout, je suis tenu de payer parce que c'est comme si j'avais totalement payé, même si finalement, je n'ai rien fait. C'est juste j'ai mis mes initiales sur le tonneau. Je ne sais pas comment on achète à notre époque du vin. Comment on fait pour acheter du vin? On rentre dans des… Super cash. Non, je voulais dire la personne qui fait sa marque de vin. Je pense qu'il va dans une vigne, un vigneron, et après là-bas, il choisit donc et après, voilà. Et si finalement il s'avère que merci beaucoup, que la récolte de cette année n'était pas comme il avait prévu. Bon, après, s'il a déjà fait l'acquisition avant, c'est à ses pertes, c'est lui finalement. Parce que ça lui appartient, on considère que ça lui appartient totalement. Donc, Bezrat Hashem, on va voir donc la source de ces halakhot. Alors, avant de commencer, donc, j'ai dit que beaucoup de questions qui sont posées au Badjin, c'est justement dans ce domaine, parce que les Juifs, ils aiment bien ce corps de métier. Parce qu'en réalité, il s'avère que le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui est enterré à Givat Shaoul. Chaque fois quand Rabbi Yosef il devait faire des opérations, il nous demandait d'aller prier sur son kever, parce que c'est un tzaddik Atsoum, il y a 300 ans. Il a fait le tour du monde, on l'appelait le Thaïlande Agadol, c'est-à-dire qu'on l'appelait le grand touriste. Il a fait plus de 80 pays, d'ailleurs, dans les universités. Son livre est considéré comme étant un livre de source historique, parce qu'il a rencontré Marie-Antoinette, il est passé au Vatican, Napoléon, il a eu des grandes rencontres dans sa vie. Bon, par rapport au Rida, c'est une valeur, mais je veux dire, il est une précision telle que même dans les universités, j'entends même Goy, quand on utilise son témoignage comme étant un livre d'histoire très, très précis et très fiable, dans le Rida. Donc, il a écrit plus de 80 livres, et il écrit comme ça. Et on sait bien qu'en plus d'être un posek halakha et d'être quelqu'un d'une chorma incroyable, en plus de ça, il était Mekoubal, il était versé en Kabbalah, comme beaucoup de Chachmei Sfarad d'ailleurs, ils étaient très à la fois et halakha et Kabbalah. C'est pas c'est pas deux domaines qui se contredisent. À notre époque, c'est une époque où on a des spécialisations. Par exemple, vous venez en Israël, il y a un rav de Shemitah. En Israël, c'est la Shemitah. Un rav de Shemitah, il répond qu'à la Shemitah. Tu lui poses une question de Shabbat, il dit l'année prochaine. Il y aura 6 ans pour préparer son. Bref, c'est comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que ils sont tellement professionnels dans leur domaine qu'il ne faut pas leur poser d'autres questions. Il y a d'autres questions, même dans le domaine de Obedin, par exemple, des rabbanim qui sont versés dans toutes les lois de Choshen Shat, c'est déjà énorme, mais effectivement, tu ne peux pas parler d'un autre versant ou d'un autre traité du Shulchan Aruch. Il y a 4 traités, et chacun, en fait, il a sa spécialisation. Il y a des chachamim, on appelait ça dans
Afrique du Nord, Chacham Hashalem. C'est quoi Chacham Hashalem? C'est quelqu'un qui était baki dans tout. Alors quand on dit Chacham Hashalem, ce n'est pas quelqu'un qui est païtan, qui fait des brit milot et qui fait shochet, c'est très bien aussi. Je veux dire, moi je parle de connaissances versées dans la profondeur des lois, dans lequel il peut l'ifsok halakha. Posek halakha, ce n'est pas juste quelqu'un qui connaît. Ce qu'il dit, c'est quelqu'un qui écrit des shoots, qui écrit des shelot utshuvot, des responsables, qui a effectivement ce pouvoir. Mais en tout cas, le Chida Vadaï, il en faisait partie. Et le Chida, il écrit comme ça, il dit que le monde a été créé pour une période de 6000 ans, c'est très bien. Donc on a 5782, donc au maximum, si on n'est pas à la Géoula Achichen, là, si on ne va pas aller nous mériter la Géoula avant son temps, avant son heure, maximum, il reste moins de 200 ans jusqu'à 218 ans du coup, jusqu'à la fin du monde. La fin du monde positif, pas le chaos, pas apocalypse. Voilà, je ne parle pas d'une vision apocalypse, je parle d'une vision positive. C'est le tikkun du monde. Il a créé le monde avec un processus qui va se faire et qui va s'opérer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, à la fin, d'accord, quoi qu'on fasse, même si on n'a aucun mérite, même si personne ne faisait tchouva, chas v'shalom, quoi qu'il arrive, le monde, il y a un tikkun qui se fait, il y a une réparation qui se fait, et le monde, il est en train d'arriver à son tikkun, le tikkun Shaddai. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé donc un programme bien précis. Après 6000 ans, on va passer Yom La'atid Lavo, on va passer au 7e millénaire, on va passer au monde du Shabbat. C'est-à-dire que tout ce monde va rentrer dans une dimension totalement spirituelle. Le monde dans lequel on vit, dans 218 ans, quoi qu'il arrive, si on n'a pas fait tchouva et qu'on n'a pas eu on n'a pas eu le Mashiach avant, quoi qu'il en soit, le monde est en train. Les gens ils disent ouais, bon, on est dans un monde, il y a tellement de débauches, on entend des choses. J'ai entendu que même comment ça s'appelle, à Disneyland, enfin au Disney, il y a des Madechot Kala, elles sont en train de faire leur examen là-haut, il y a une quarantaine de femmes, elles sont apeurées jusqu'à Euro Disney. Maintenant, il y a même pour les enfants chez Mishmor qui partent dans le mauvais sens. Mais on est dans une génération, les gens ils perdent un peu leur. On perd toutes nos valeurs, on voit que le monde est en train de chavirer, et malgré tout, il faut savoir qu'en fait, le monde, il est en train de faire un tikkun. Il ne faut pas avoir une vision apocalyptique, parce que c'est pas en réalité, c'est faux. Le monde, il arrive à un tikkun. Il n'y a jamais eu une époque dans laquelle il y a eu autant de yeshivot dans le monde, de kolélim dans le monde, de séminaires, ça n'a jamais existé en fait. Alors c'est vrai que Keneged Zé et le mal, il est tout aussi grand. C'est vrai, effectivement. Zélo Madzéa, c'est Elohim, il a créé un monde avec des forces égales. Donc d'un côté, il y a de plus en plus de Torah. Il y a Aleph qui va bientôt ouvrir notre Beth Midrash, et le monde, vous allez voir qu'il y a 20 personnes ce soir. Dans quelques mois, il y en aura 50, et ainsi de suite, comme disait le Rav Sistruk. Les Rabbanim, c'est les seuls qui ne vont jamais faire faillite, parce que tout le temps, ça marchera. La Torah, elle est vouée à la réussite, quoi qu'il en soit, parce que le monde, il est en train de les taken. Il y a un tikkun qui se fait dans le monde, mais ça se fait quoi qu'il arrive. Maintenant, si on fait tchouva, alors on va le mériter, ça va aller plus vite, et ça va venir à Kol Bechesed, mais quoi qu'il arrive, le monde il est en train de les taken, de se réparer. Donc, le Chidak dit que donc, le monde a été créé pour 6000 ans, et il dit que les 2000 premières années de la création du monde ont été concentrées sur la débauche, sur des mœurs, sur l'immoralité, ce qu'on appelle la znout. Pendant ces 2000 ans, le Yetzer Hara principal était donc l'immoralité, les mœurs, la débauche, et c'est pour ça que le monde entier, il a été détruit lors du Maboul, lors du déluge, parce qu'en réalité, le monde entier, et aussi bien les êtres humains que les animaux, que même les créatures, même le végétal, ils se mélangeaient entre sortes, parce qu'il y avait entre sortes différentes, et même s'il n'y avait pas d'Yetzer Hara, mais le mal, il était tellement ancré dans la nature, l'être humain, il agissait tellement mal que ça faisait, des chaïdakim rouchaniyim, c'est-à-dire des malades, excusez-moi. Chaïdak, c'est des symptômes excusez-moi. Chaïdak, c'est on fait un prélèvement de la gorge, on fait un Chaïdak, c'est en hébreu, mais ça va me revenir. Il dit que l'être humain, par ses mauvaises actions, il peut créer ça va avoir des influences et des incidences dans le monde, et même le monde végétal et animal sera impacté par le mal que l'être humain va créer. D'accord ? Et tout simplement, c'est dans les mains de l'homme. Donc, il dit les 2000 premières années, donc les 2 premiers millénaires, étaient concentrés. Donc, le Yetzer Hara, il était concentré dans le domaine de la znout, donc de tous les péchés, la débauche et les mœurs, l'immoralité, donc tous les péchés sexuels. Les 2000 années suivantes, donc depuis la 2000 années jusqu'à la 4000 années, c'était dans le domaine de l'idolâtrie que le monde sombrait, et le faible humain tombait dans le domaine de la avodat zara et de l'idolâtrie. Et enfin, les deux derniers millénaires,
ils vont se caractériser par la difficulté dans le domaine de quoi, du vol et du péché. Le Gezel, d'accord, le Mammon, c'est justement à notre époque. Donc depuis le 4e millénaire jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que le Yetzer Hara principal de l'âme, à notre époque, il est dans le domaine, effectivement, du Mammon. Alors, la Gemara dit que Arayot ve Gezel, Nafsho shel Adam mechamdatan. Même à notre époque, il y a aussi le Yetzer Hara de l'immoralité et des femmes, mais simplement, il dit que celui qui est le plus difficile encore à l'Idgaber, parce qu'un homme qui est moral, il est moral, mais dans le domaine du Mammon, des domaines financiers, bien, le Yetzer Hara, il est encore plus fort. En tout cas, à notre époque, comme ça, il dit, donc le Chida. Donc, il dit, il y a Arayot, il y a Avodazara et le Mammon, donc c'est à notre époque. Il dit, le Rachetevot de ces 3 péchés, ça fait Zaham. Donc, on dit Znout, Avodazara et Mammon. Donc, ça fait Zaham. Zaham, en hébreu, c'est la colère. Et alors, la colère, je dis, dans le pasouk de Chabakou, qui était un pasouk dans lequel il est écrit Bezaham, Titzad Eretz. Olechet Eretz ve'olam keminhago be'af tadush goim. Donc le pasuk dans Chabakouk, il dit la chose suivante, le monde éveille la colère d'Hachem. Pourquoi le monde il éveille la colère d'Hachem? Il dit parce que les gens agissent comme bon leur semble, ils agissent comme chacun le désir, sans faire de compte avec qui que ce soit, chacun fait ce qu'il veut, et c'est avec Kourou, c'est avec la colère, donc le Zaham, que Dieu anéantira les nations. C'est-à-dire que le pasuk nous dit, donc le monde va être détruit à cause de la colère d'Hachem. C'est quoi la colère? Znout, Avodazara et Mammon. Et donc, ça va dans l'ordre chronologique. Donc, les 2000 premières années et à notre époque, donc les 2000 dernières années de la création du monde. Donc, c'est en réalité, c'est le domaine du Mammon. Bémet, la Gemara, elle raconte d'ailleurs à ce sujet que les Chachamim, les sages, ils ont amoindri l'influence du Yetzer Hara. D'accord? Il dit pourquoi? Parce qu'ils ont vu que le Yetzer Hara, il avait trop de force. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu as créé un monde avec trop de Yetzer Hara. Il faudrait que ce soit un monde qui soit égal. On voit les gens, naturellement, ils sont attirés vers le mal. Donc, ce n'est pas juste. Nous, les Chachamim, on va décider d'affaiblir, d'anéantir, d'abolir certaines influences du Yetzer Hara. Et effectivement, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont totalement annulé l'attrait à l'Avodazara. Avodazara, à l'époque, quand on voyait un Bouddha ou je ne sais quelle forme d'Avodazara, les gens, ils ne pouvaient plus se contenir. C'était un Yetzer Hara plus grand encore que le Yetzer Hara des femmes à notre époque. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui est invitée à une Avera, d'accord, et qu'il est tout seul et que personne ne le voit, il faut être comme Yosef Hatzadik pour l'Idgaber, ne pas fauter. Eh bien, le Yetzer Hara, l'attirance vers l'idolâtrie était encore plus grand que cela. Mais les Chachamim l'ont aboli totalement. Ils ont crevé les yeux du Yetzer Hara, comme ça dit la Gemara. Ils ont dit ça, il n'y a plus de Yetzer Hara, on en a marre. Et plus personne ne peut comprendre, on ne peut même pas expliquer comment, quelle est l'attirance vers l'idolâtrie, voir une idole et être dans tout le contrôle le soir. On n'arrive pas à le concevoir. Mais la Gemara, elle dit, elle raconte l'histoire ça tombe bien, on dit devant, d'un pain. Quand on fait nos sur du pain à Botaï, à quel endroit il faut couper le pain? Alors, on dit la Gemara, il faut couper à l'endroit où c'est le plus cuit, parce que c'est plus méchoubar. À l'époque, les fours, ils n'étaient pas vraiment si puissants que les nôtres. Quand c'est trop grillé, non. Quand c'est noir, votre femme, elle a arrêté le pain, ne lui dites pas du bravo, c'est très bon. J'adore quand le pain il est grillé. Faites attention, elle va vous faire tous les Shabbats, donc faites attention de ne pas faire trop non plus. N'en faites pas trop non plus, mais voilà, une fois qu'elle a déjà fait, eh bien, on ne peut faire que des éloges et lui dire Echar Kohar, la kavod. Simplement, la halakha nous dit à quel endroit on doit couper le pain, l'endroit où c'est le plus cuit. C'est-à-dire que si c'est peu cuit ou pas assez, à un endroit c'est plus cuit, c'est plus méchoubar, la bracha, la plus de valeur quand on va faire la bénédiction à l'endroit d'Afka où ça c'est le plus cuit. Et la Gemara dit donc, on apprend ça dans Brachot, elle dit on apprend ça de Ménaché. Ménaché, c'était un roi rachat. Alors là, le Hamora, le Tana qui a enseigné cet enseignement au nom de Ménaché, donc le roi rachat. Alors il a dit ouais, Ménaché, il a fait un geste comme ça de la main. C'était un rachat, alors que son père, c'était Chizkiyahu Melech, c'était un tzaddik, Chizkiyahu Melech. Bikash HaKadosh Baruch Hu Lasot Oto Mashiach. Mais Chizkiyahu Melech, il aurait dû être le Mashiach. Il n'est même pas sorti en guerre. Quand ils ont fait le siège autour de Yerushalayim, ils étaient 180 000 chefs d'armée. Ils étaient venus pour anéantir Yerushalayim, écrit juste avec leur un poustillon. Ils étaient tellement nombreux qu'ils auraient un poustillon sur Jérusalem, on aurait été engloutis tout Jérusalem, ils n'auraient même pas pu faire la guerre tellement ils étaient nombreux. Il écrit que Chizkiyahu Melech n'est même pas sorti en guerre. Il a dit on va tous rester au Beth Midrash toute la nuit, on va étudier et on ne va même pas faire de Ishtadlout. Ils n'ont pas fait d'Ishtadlout, ils ont gagné la guerre. Chizkiyahu Melech, c'était un Melech Nora Ve'ayom, il était géant.
il aurait dû être Mashiach. Simplement, pourquoi Dieu il lui a retiré le sceau d'être Mashiach? Parce qu'il n'a pas dit merci. Kadosh Baruch Hu te donne tous les mérites et tous les bienfaits du monde. Mais on est tellement exigeant qu'on oublie des fois de remercier Kadosh Baruch Hu. Il faut remercier l'Odot, le Boré Olam, sur chaque chose qu'il nous donne. Moi, j'ai entendu plusieurs Gdolim, j'ai le mérite d'être proche. Et chaque fois, les gens ils viennent nous voir quand ça va mal. Et ils pleurent, ça va pas. Mais pour nous dire que ça s'est arrangé, ils oublient. Souvent, c'est comme ça. J'ai vu dans la vie, quelqu'un, il s'inquiète pour toi. Tu vois, le Rav Gay, tu dis, après pour moi. Il prend ça à cœur, je vois le Rav Gay, il prend ça à cœur, il dit, voilà, telle personne, elle dit ça. Après que ça s'est arrangé, tu vois, ça s'est arrangé, bah, au Hachem, on a un espoir, donne. Parce que les Gdolim, ils ont un lèvre rachav, et ils prennent à cœur. Mais on oublie des fois le Hodot. Chris Kameler, c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas remercié Hachem après les miracles qui lui a été faits. Il a eu énormément de miracles. Il a oublié de remercier Hachem. Il n'a pas fait un shira. C'est pas qu'il n'a pas remercié Hachem. Il n'a pas entonné une chanson. En tout cas, Rabotai, donc ça, c'était Chris Kameler. Mais il a eu un enfant qui était Racha et qui s'appelait donc Ménaché. Et quand Ménaché, donc on a dit Nalacha en son nom qu'il fallait couper le pain à l'endroit où c'est le plus cuit, il a écrit que le Tana, il a fait bon, Ménaché, genre c'est comme le président de la République en Israël, c'est pas un grand sadique, quoi. Il a un petit peu comme ça jeté la main. Alors, il a écrit qu'est-ce qu'il a fait Ménaché, il est venu en plein rêve à ce Tana, il a dit dis-moi, tu m'as pris pour ton copain. Comme ça, il lui a parlé, il a dit tu m'as pris pour ton ami. Il dit moi, je vais te montrer. Il dit si tu étais à mon époque, et qu'il y aurait eu autant de tentations de idolâtrie comme moi je l'ai vécu, tu aurais levé ta robe et tu aurais couru plus vite que moi pour aller atteindre la Vodazara. Sache que moi je suis plus grand que toi. C'est vrai que moi j'ai fauté. Mais à mon époque, il y avait une tentation beaucoup plus grande que ce que tu as vécu. Nous, on ne peut pas comprendre la tentation de la Vodazara parce que tout simplement les Chachamim, les sages, l'ont aboli. Par contre, par rapport à une fois qu'ils l'ont aboli, bien, il faut savoir que l'attrait de l'argent, c'est devenu Béhémet, comme ça ils expliquent certains sages, c'est devenu la nouvelle sorte d'Avoda Zara. Et Béhémet, il y a des gens, ils n'ont plus, on dit en ivrite, Elohim Elohim. Quand on parle d'argent, ils n'ont plus, on dit en français, je crois, ils n'ont plus père et mère, je crois que c'est ça, français. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de père et mère. Ils sont prêts, bref, pour l'argent, les gens, malheureusement, ils oublient toutes leurs valeurs. Dès qu'une personne, elle commence à gagner de l'argent, que ça lui monte à la tête, des fois, les gens, ils perdent après tout ce qu'ils avaient comme valeur première. Par contre, une fois un homme, il a gagné au loto, tout d'un coup, il jouait tous les jours comme ça, c'était un homme pas très chanceux, et puis il a gagné une fois au loto, et il a raison, ma femme, tu sais, on a gagné au loto, fais tes bagages. Il dit, on va où mon mari? Il dit, tu retournes chez ta mère. Donc il y a déjà un modèle, malheureusement, quand ils ont la réussite, alors ils oublient après d'où ils viennent, et c'est ça, Béhémet, c'est la Torah nous dit. Mais en réalité, la nouvelle forme d'idolâtrie, c'est quoi? C'est l'attrait à l'argent. C'est pour ça qu'à notre époque, on voit des gens, ils font vraiment du culte, la vénération à l'argent, ils sont prêts à tous les sacrifices pour s'octroyer et mettre de l'argent. Alors, à Botaï, on va commencer la halachot comme on l'a dit, dans le domaine de l'agent immobilier. Donc, à Botaï, l'agent immobilier dans la Torah, on parle de l'agent immobilier, on parle de médiateur, on parle d'un courtier. Qui était le premier médiateur, le premier agent immobilier de la Torah? C'était qui à Botaï? La première personne qui a exercé cette fonction. Abraham, Meler, ouais, bon, mais il l'a acheté directement. Il a acheté la Merat Marpella, Arba Meot Kesef. D'après, il a payé beaucoup plus cher que la véritable valeur. Il n'était pas métavers, lui, c'était l'acheteur. Mais qui a payé? Qui a été le premier métavers, le premier coursier, le premier médiateur? Alors, le Midrash, à il le dit. Il dit que c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était le premier commissionnaire entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, entre Dieu et le peuple juif, pour leur transmettre la Torah. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a donné un salaire. De là, on apprend qu'on doit donner un salaire à un médiateur, à une personne qui est commissionnaire. C'est intermédiaire. Un intermédiaire, ouais. J'ai dit quoi? J'ai dit non, médiateur. Ouais, non. Un intermédiaire. Il dit pourquoi? Il dit parce que il a donné un très grand salaire. Quel salaire Moshe a-t-il reçu à Botaï? Nous dit Srazal. Hein? Son visage. Ouais, alors ça, c'était. Il y a écrit Psol Lecha. Donc, les deuxièmes tableaux, ils ont été gravés à la main de Moshe Rabbeinu, alors que le premier était gravé à la main d'Hachem. On a écrit Psol Lecha. Psol, donc grave toi-même. Et les Chazal, ils expliquent Psolet Lecha. Les résidus, le diamant, la poudre de diamant, elle t'appartient. Bon, et de là, on apprend qu'il a offert tous les résidus à sa femme. Il a fait une bague énorme. Il a écrit comment la marloquette avec Balak, avec Korach, elle a commencé, que ça. La femme de Korach, lui, il était très riche. On dit, Achir qui est Korach,
quand Moshe Rabbeinu, il a sorti à Israël, il a écrit que Korah, c'était lui, le chef des trésors de Paro. Donc, il a tout pris, il est extrêmement riche. Elle était remplie de diamants, elle n'avait même plus de place sur son bras. Et quand elle a vu la bague, elle avait une seule bague, parce que elle vivait d'une simplicité incroyable, parce que Moshe Rabbeinu, il avait presque, voilà, il était totalement dévoué pour Israël. Donc, et au niveau familial, il était moins. C'est pour ça que Myriam, elle a été punie, parce qu'elle a fait du hachvanara sur son frère en disant qu'il abandonne sa femme. Béhémet, elle n'avait aucun bijou. Le seul bijou qu'elle a eu, eh bien, Madame Korah a mis les yeux dessus. Elle a dit c'est pas normal qu'elle ait une si belle bague, alors que c'est nous les plus riches. Et de là, toute la marloquette de Korah et tous les gens, Skenim, tous les anciens qui étaient avec la marloquette de Korah, ils ont tous été engloutis dans ça que par envie, par jalousie de Madame Korah qui a mis les yeux sur la seule bague qu'avait la femme de Moshe Rabbeinu. Kol Panim Arbotai, Moshe Rabbeinu, donc, ça a été la première personne qui a été le coursier, le médiateur, parce qu'en réalité, ça a été lui qui a reçu un salaire. Le salaire, c'était son visage ce soir, il était rayonnant. Le Moshe Rabbeinu, son visage, il était rayonnant, on ne pouvait plus le regarder. Il y a écrit qu'il devait porter un masque tout le temps parce qu'on ne pouvait plus le regarder. Il faisait peur à voir, il y avait trop de lumière, les gens ne pouvaient plus, c'est obligé de se tourner dans la rue comme c'est un projecteur, il marchait devant nous. Donc, il était Ish Elohim, mais c'était un homme de Dieu, c'est-à-dire que Chetio Elohim, Vechetio Adam. C'est Chazal qui disent, cette moussag, c'est pas rare de dire ça. Il était moitié supérieur du corps de Moshe Rabbeinu, il était divin, tellement il avait travaillé sur ses midotes, il était divin. Il y avait la divinité qui en remplissait tout la partie supérieure de son corps, tellement il avait travaillé ses midotes. Plus on se travaille, plus on est mézaker, plus on se purifie, plus on s'élève. D'accord. Et tandis que la partie inférieure de Moshe Rabbeinu, donc des hanches jusqu'au bas, il était Adam. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle Ish à Elohim. Ish, c'est un homme, et Elohim, c'est un Dieu. Et il était moitié homme. Donc Chazal nous dit qu'en réalité, son visage, il était tellement rayonnant qu'on ne pouvait plus le regarder. Il était obligé de mettre un masque. Il se baladait comme ça. On ne pouvait plus le regarder. D'où il a reçu ce salaire à Botaï, c'est parce que tout simplement, il a été le médiateur entre Akadosh Baruch Hu, entre Israël. C'est lui qui a transmis la Torah. Mais Béhémet, il a perdu. Il a perdu le salaire. À quel moment il a perdu le salaire à Botaï? Quand il a brisé l'étape de la loi. D'accord. À ce moment-là, on lui a retiré son salaire. Donc, on lui avait donné un très grand cadeau. Finalement, toute sa lueur resplendissante, elle lui a été retirée. Et donc, son visage s'est éteint. Comment il a fait, Rabotai, pour réparer son acte? On l'a dit tout à l'heure, il a lui-même gravé ses propres trappes de la loi à sa propre main. Et de cette manière, eh bien, il a réparé son méfait, son acte et son erreur, entre guillemets. C'est-à-dire que les premières tables de la loi étaient Etzba Elohim, elles étaient écrites à la main d'Akadosh Baruch Hu, Charut à la Luchot, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui les avait gravées, tandis que les deuxièmes, c'est Moshe Rabbeinu qui les a gravées. Il y a Rabbi Shimon Shkop dans les livres Sha'arei Yosher. Sha'arei Yosher, c'est un livre d'une profondeur incroyable. Rabbi Shimon Shkop, c'est des chidushim qu'on ne voit plus à notre époque. Et il a, dans sa Akdama, dans son introduction du livre Sha'arei Yosher, il écrit qu'en réalité, les premières tables de la loi, elles étaient dotées d'une propriété magique. De quoi s'agit-il? Toute personne qui étudiera la Torah, de cette Torah donc, qui n'a pas encore, donc sur les premières tables de la loi, eh bien, il ne pourra pas oublier son étude toute sa vie. C'est-à-dire qu'elles étaient magiques dans le sens où toute personne qui allait étudier la Torah, eh bien, il allait ne jamais oublier son étude à vivre. On est quand la bracha, ce serait, on étudie une fois, on retient, comme à l'époque, dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu, on a bu l'eau de Myriam, Béhachel Myriam. Grâce à ça, on n'oublie rien. Donc Moshe Rabbeinu, il connaissait, il a enseigné, et plus personne n'oubliait. C'était incroyable. Le Harizal, quand il a commencé à enseigner la Torah, Rabbi Chaim Vital, il lui a dit que Rabbi Chaim Vital est venu sur terre que pour pouvoir enseigner sa Torah. Harizal était très jeune, 38 ans, et il a dit voilà, et en un an et demi, toute la Torah du Harizal, elle a été dévoilée qu'en un an et demi de la vie du Harizal. Mais il écrit quand il parlait, le Harizal, on ne pouvait pas comprendre, c'était trop rempli de profondeur, on n'arrivait pas du tout à comprendre quoi que ce soit dans ses paroles, et jusqu'à que le Rabbi Chaim Vital, qui était un Gdol, qui était déjà un Gadol, c'était déjà un Dayan, il venait d'une mishpacha de Meyuchassim, ils étaient très élevés dans sa famille, au niveau de la grandeur de la Torah, de la richesse, c'était une famille noble, et Rabbi Chaim Vital, il est venu, il a dit, il était venu sur terre que pour prendre la Torah et la transmettre, et l'écrire et la comprendre, parce que c'était la seule personne qui était à même de comprendre. Mais il parlait tellement vite, le Harizal, plus vite que moi encore. C'est-à-dire que la manière, l'Avdil, le Talmud le Tor, simplement la manière dont il transmettait les choses, elle était tellement grande, tellement profonde, que le Rabbi Chaim Vital n'était pas, même s'il arrivait à comprendre ce qu'il disait, mais il ne pouvait pas engranger, retenir toutes ces paroles. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, tu vas boire, tu vas aller à Tibériade, dans le lac, tu vas boire à cet endroit-là précisément
de l'eau, et il a bu l'eau, et à ce moment-là, il a retenu toute la Torah qu'il lui a transmise. Le Harizal, d'ailleurs, quand vous allez au Kever, je ne sais plus quel Kever là-bas, derrière Rabbi Meir Balanes, il y a un petit chemin où il y a écrit Berach El Meram juste devant le lac de Tivat. C'est une petite pierre comme ça, c'est gravé dessus. Et c'est écrit, bon, en tout cas, je ne sais pas où elle est vraiment. J'ai déjà essayé plusieurs fois d'aller boire l'eau du lac de Tivat. Ça n'a pas marché. Les Adécètes, peut-être un jour, il y a écrit que là-bas, hein, dans la source d'eau se trouve effectivement l'eau de. Donc on dit qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il a fait exprès, nous dit le Shari Yosher, de détruire le table de la loi. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'on a dit qu'il y avait une propriété particulière. Toute personne qui étudiait la Torah ne pouvait pas l'oublier. C'est impossible d'étudier. Quand on l'étudiait sur la Torah qu'Akadosh Baruch Hu avait lui-même gravée, eh bien, on ne pouvait pas l'oublier. Or, il s'avère que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient encore d'Averot. Il y a encore le Hétérara sur terre. Tant que le Mashiach n'est pas là, écrit qu'à la fin des temps, pour le Mashiach, on va l'Ishrot en attendant le Hétérara est là. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font d'Averot. Il dit, tu fais d'Averot et tu es rempli de Torah. Qu'est-ce qui va se passer? Ce mélange, il est mortel. Tu es rempli de Torah, tu n'oublies pas ta Torah, et à côté de ça, tu peux faire des Averot. Il dit à ce moment-là, cette Torah deviendra un poison, parce que c'est une Torah trop puissante pour pouvoir supporter un peu d'impureté. Or, comme les gens continuent à fauter, mon cher Benoît dit, c'est pas possible, je préfère détruire le table de la loi, qu'on perde cette propriété qui était de ne jamais oublier, et puis finalement, ça va être pour le bien du Israël. Donc finalement, mon cher Benoît, il a fait un acte qui est mauvais en soi-même de détruire, même si il a dit, Shar Kochacha, Ishar Koyar, comme on dit quand on monte à la Torah, il dit bravo, je suis d'accord avec toi, tu as fait quelque chose de ton propre chef et finalement j'ai acquiescé, tu as bien fait. D'accord, trois choses, il a fait mon cher Benoît de son propre chef et Akadosh Baruch Hu lui a dit bravo, d'accord, ça en fait partie. Et effectivement, il a fait ça pour le bienfait du Ham Israël, pour que ce ne soit pas un véritable danger, parce que Rabotai, En Atorah Shochenet, et la Belev, chez Metukan Minamidot, chez non Metukan Minamidot, une personne qui étudie la Torah, mais qui n'a pas des bonnes midot, qui ne se comporte pas bien comme il se doit envers le prochain, qui ne sait pas les vatères, qui arrive à la maison, qui est toujours intransigeant, qui toujours garde ses positions, qui ne sait pas les vatères, sa Torah, elle est dangereuse. Ce n'est pas ça la Torah. Le but de la Torah, elle doit bonifier une personne, elle doit l'élever. Alors mon cher venu, il a dit, tu sais quoi, je préfère qu'on perde cette propriété qui était énorme, de jamais oublier, parce que si on fait encore une avéra alors qu'on est rempli de Torah, cette Torah ne sera pas une Torah de vie, la même Torah, c'est un élixir de vie, bien, ça devient un poison, donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a fait exprès de détruire le table, de briser le table de la loi. De là, on apprend, nous dit le Midrash. Par rapport à ça, on peut dire que c'est un petit peu qui est arrivé 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Exactement. Bravo. Parfait. Très bonne remarque. De là, on apprend, de ce Midrash, on apprend une halakha. Il y a une halakha qui sort de là. On dit qu'un médiateur, un commissionnaire, il doit s'enquérir et se préoccuper du bienfait de son client, même s'il ne lui a pas dit. C'est-à-dire que vous savez maintenant, vous allez louer une maison, enfin, vous allez vendre une maison à Bobigny et vous savez que le voisin là-bas, c'est un fou, c'est un homme qui fait des trucs, qui fait de la drogue. Et lui, tu dis voilà, je te vends. Ben, sache que selon la halakha, tu dois, si c'est un juif bien entendu, tu as le devoir de lui annoncer. Dans ce cas, je perds tous mes clients. Alors, si c'est comme ça, si je lui annonce tous les défauts que j'ai, effectivement, je risque de perdre tous mes clients. Je ne vais pas dire au taille d'être naïf et de faire les choses en dépit du bon sens. Simplement, si la personne, elle sait, parce qu'en fait, il n'y a que le métavers qui peut connaître son produit, qui sait exactement qu'est-ce qu'il peut proposer et qui peut savoir même quelles sont les qualités qu'il a. Et même si vous savez quoi, vous savez qu'il y a un défaut, mais simplement, le prix, il est en conséquence. Cet appartement, c'est un 40 mètres carrés, il aurait dû coûter 300 000 euros, puis finalement, il est à 200 000 euros. Alors, effectivement, dans ce cas-là, le prix prouve qu'il y a un défaut. Donc, dans ce cas-là, alors lui, il a payé quelque chose de moins cher en sachant qu'effectivement, ça peut engendrer, ça peut être le signe que l'appartement n'est pas de meilleure qualité ou qu'il risque d'avoir des défauts. Dans ce cas-là, c'est autre chose. Mais si tu lui vends un produit qui est censé être un produit de bonne qualité et que tu ne lui dévoiles pas certains défauts, donc je répète, je parle des choses de manière qui sont faites de manière intelligente et bien entendu, je parle qu'il ne faut pas les ramotes, il ne faut pas tout cacher. D'un autre côté, il ne faut pas non plus tout dévoiler. C'est-à-dire, si maintenant il vous pose des questions, on est obligé de lui répondre oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais si maintenant vous savez que ce produit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, ça s'appelle Moum chez Basseter, tu es obligé de lui dire. Par exemple, quelqu'un m'a raconté qu'ils avaient acheté une maison, je crois, à Tel Aviv. Elle avait l'air, une maison étincelante, magnifique. Il est arrivé, il lui a fait un prix, il s'est dit c'est magnifique. Finalement, il est arrivé, ils ont signé très rapidement. Et qu'est-ce qui s'est passé?
il a ouvert le robinet, il n'y avait même pas de tuyauterie. C'est-à-dire qu'il y avait des robinets, mais il n'y avait même pas de tuyauterie. C'est-à-dire qu'il fallait tout refaire, le système. En fait, ce n'était pas une maison qui était habitable. Ça s'appelle Moum chez Basseter. Si c'est une chose qu'il n'aurait pas pu voir, d'accord, qu'il n'a pas capacité de se rendre compte du défaut que ce produit présentait, eh bien, il est obligé de lui annoncer. S'il ne lui a pas annoncé, Rabotai, ça s'appelle Mekar Taout. Et le Mekar Batel, on peut revenir sur sa vente. La vente, elle n'a pas été validée parce qu'en fait, ce n'est pas une vente. Moi, je n'étais pas prêt à acheter quelque chose qui n'était pas comme ça. Alors, vous allez dire, oui, mais c'est très relatif. Et c'est ça le problème dans les Bedin. Oui, il m'avait dit que les voisins, c'était des gens bien. Ouais, c'est des gens bien, ça veut rien dire. Des questions comme ça, comme dans les Shidouchim. Chez les Shidouchim, je me dis, est-ce que c'est quelqu'un bien? Je connais personne sur lequel je peux dire que c'est quelqu'un pas bien. Quoi. À part peut-être M. Poutine ou je ne sais pas. Bref, si on me pose des questions sur le chercheur de Verdun, est-ce que le mot bien, est-ce qu'il est bien? C'est trop relatif. Selon la halakha, quand quelqu'un te pose des questions relatives, tu dois répondre aussi relativement. Quand on te pose des questions précises, c'est pour ça qu'on demande de faire preuve du bon sens et de dire non, moi je fais confiance aux gens. C'est pas bien. Quand tu fais un business, quand tu fais un chidour, tu dois savoir exactement où tu mets les pieds et avoir la tête sur les épaules. Être très précis, dire non, moi je crois en Dieu. Il faut croire en Dieu. Il faut comprendre. Tamim, Tiem, Hachem, Elokecha. D'accord? Il faut être Tamim avec Hachem, avec les gens. Surtout si c'est un vendeur et c'est quelqu'un qui te promet des monts et merveilles. On doit être précis, ne pas se laisser savoir. Il ne faut pas être non plus Tamim et se laisser comme ça très facilement entourlouper. Et donc, Rabotai, Chazal nous dit que de là, on apprend que le rôle d'un médiateur, eh bien, c'est également de s'occuper du bienfait de son client. Même si effectivement, ça peut lui entraîner, lui causer une perte, eh bien, ce n'est pas grave. De là, on apprend qu'il y a un esprit de responsabilité qui est exigé de l'agent immobilier parce qu'on lui fait une confiance totale. Les gens ici ne connaissent pas. Vous êtes un professionnel dans ce domaine. Moi, je vous fais confiance. Donc, comme je me suis mis entre vos mains, vous devez me dévoiler des choses qui sont bien entendu charigim. Je ne parle pas des problèmes courants. Par exemple, en Israël, quand on a fait des maisons, on a tout le temps des problèmes de champignons. C'est très courant. Alors là, j'ai vu des fois des Français qui arrivent en Israël. Non, c'est un scandale. Je fais un mécart au jus. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a un champignon. Je suis pas au travail, tu peux en faire une salade et manger. En Israël, c'est quelque chose de courant. Alors, effectivement, dans les nouvelles maisons, on est censé trouver des solutions, mais en réalité, comment dire, la matière et l'épaisseur des murs en Israël font que c'est un pays qui est plus chaud que froid. Donc, effectivement, quand il y a des grosses pluies, les murs ne sont pas suffisamment atomés, mais ils ne sont pas suffisamment préparés pour cela. Donc, on ne va pas dire dès qu'il y a un petit problème, c'est un mécartao. Mécartao, c'est quelque chose qui remet totalement en question la vente et c'est sur un critère sur lequel toute la vente était basée. Donc, Rabotai, de là, on apprend qu'on est obligé, quand on est un agent immobilier, un intermédiaire, on est obligé d'avoir un esprit de responsabilité et de savoir s'enquérir du bienfait de notre client. Le Bet Levi, et on va commencer la route immédiatement, et bien, ça tombe bien parce que c'est une Agdama, c'est une introduction à Shavuot, Rabotai, Shavuot. C'est bien qu'il n'y a aucune halakha dans Shulchan Aruch. Il y a écrit un truc, c'est bien de manger du lait à Shavuot, mais on ne parle pas de Shavuot, il n'y a pas d'halakha. Et pourtant, Shavuot, Rabotai, c'est la halakha. C'est la fête par excellence parce qu'on est sorti d'Égypte, pas pour sortir d'Égypte. Il n'est pas habitant dans des cabanes. On est sorti d'Égypte finalement pour recevoir la Torah et devenir un peuple et devenir attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi le Bet Halevi explique c'est quoi l'étape de la loi? Il dit c'est le shtar Ktuba, c'est le contrat de mariage qui va lier pour l'éternité le peuple juif et Am Israël. Donc comme Moshe Rabbeinu il a constaté que Am Israël ou Zana, c'est-à-dire qu'il a trompé à Kadosh Baruch Hu. Comment il a trompé Hachem en commençant à faire la vodazara avec des divinités étrangères, avec le veau d'or. Il s'est dit attention, il est écrit dans la halakha que si une fiancée, elle trompe son mari, une fiancée, elle est mécoudéchette. D'accord? Une fiancée, pas comme à notre époque. Fiancée, quelqu'un, je dis est-ce que tu m'épouser? Oui. Ça, selon la halakha, il n'y a aucune force de loi. Mais dans la halakha, être mékouda, je crois que c'était comme ça en Afrique du Nord, elle est mécoudéchette. Il dit voilà, elle est promise, elle lui est promise, mais véritablement promise. À ce moment-là, nous, on fait les kiddushin et les roussines. Iroussine, pardon, quand je dis elle est Moresset, elle est Aroussa. On le fait en même instant. On le fait sous la roupa, on fait tout en même temps. Parce que Chaz Shalom, si elle était Aroussa, vraiment, elle était vraiment fiancée, et qu'après, elle va se marier avec quelqu'un d'autre, elle est Chayavet Mita. Pourquoi? Parce que Aroussa, Iroussine, c'est un engagement tellement grand qu'il s'agit maintenant, pour éviter qu'il y ait des tacalotes et qu'il lui demande sa main, puis finalement il oublie, puis après il va se marier avec quelqu'un d'autre, ou qu'elle fasse la même chose, et donc que par conséquence, elle soit chayavet mita, parce qu'une fiancée qui trompe son fiancé, elle est chayavet mita selon la halakha. Donc je répète, ce n'est pas nos fiancés à notre époque, donc ne fasse pas d'erreur. Il s'agit de fiancés au niveau de la Torah. Eh bien, pour éviter qu'elle soit chayavet mita, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a dit je vais déchirer le shtar de la Ktuba.
je vais déchirer le contrat de Ktuba et donc le Am Israël ne va plus être fiancé, ne va plus être marié à Kadosh Baruch Hu. Je préfère qu'il soit pas encore marié et de manière à ce que si ils aillent voir ailleurs en servant le veau d'or, eh bien, Am Israël ne soit pas Chayav Mita, Chayav Klaya, et de cette manière, eh bien, il a sauvé de la mort le Am Israël. Donc finalement, ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, on a l'impression que c'est un acte anodin où il a déchiré, il a détruit, il s'est énervé. C'est pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus qu'en réalité, eh bien, on apprend de là que si Akadosh Baruch Hu, il a décidé de donner la Torah par un médiateur, par un intermédiaire, c'est qu'en réalité, ça va nous apprendre que c'est une mitzvah de faire prendre partie active, de participer ou bien à des nouveaux couples, parce qu'être médiateur, même en tant que chatran, un chatran, c'est quelqu'un qui fait un shidour, c'est aussi un médiateur. Ça aussi, c'est considéré comme étant une mitzvah d'un côté, puis c'est un métier qui mérite salaire selon ce qu'on est en train de voir actuellement. D'accord, on va voir à notre époque qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit donner un salaire ou pas, mais en tout cas, il s'agit d'un véritable métier qui est mentionné explicitement dans la Torah. D'ailleurs, il est dit que le premier chatran, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a fait le shidour, le premier médiateur matrimonial, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a fait le mariage, qui a présenté Adam à Chava, ou plutôt Chava à Adam, parce qu'il était en premier. Et donc, il était d'un côté le chatran, et en plus, c'était les chouch bénin. C'est quoi chouch bénin à Otaï? Chouchbin, c'est la personne qui réjouit, qui doit réjouir le marié. Il y a écrit qu'il dansait devant lui à Otaï. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Il y a écrit qu'il dansait devant lui et qu'il faisait toutes sortes comme ça de prouesses pour pouvoir réjouir le marié. C'est ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu, bien entendu. C'est une image. Et on comprend qu'en réalité, eh bien, si Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est lui qui a été chatran et qui a été chouchbin, de là on apprend combien nous, la Gemara, dans Brachot, Samer Aleph Amoud Aleph, la Gemara dans Brachot 61a, elle dit que de là on apprend des recheret, qu'un homme, une personne importante et honorable, elle doit réduire de son respect et diminuer de son honneur pour pouvoir réjouir les mariés et investir des efforts pour pouvoir contribuer au mariage de son prochain. Parce que Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est ce qu'il a fait avec Adam et Chava. Donc, en on a vu être médiateur, être un intermédiaire, ce n'est pas quelque chose de moindre valeur. Au contraire, on a vu que Moshe Rabbeinu était Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc, il s'agit d'un travail qui est honorable. La Gemara, à la fin de Ktubot, elle dit Leolam, la med et beno umanut nekia. Et quand on doit enseigner à notre enfant un métier, il écrit, il faut enseigner un métier à notre enfant. D'accord? Qu'il ait chez l'eau, il estime ta briotte pour pas qu'il commence à aller voler les gens. Il faut lui enseigner quel métier on doit lui apprendre, il dit la Gemara. Il dit qu'il faut que ce soit un métier nekia. Il dit qu'il faut que ce soit dans un métier propre, qui ne travaille pas dans la tannerie, parce que c'est une tannée, qui ne travaille pas dans un endroit dans lequel il se sent mévousé, il se sent diminué au niveau de sa personne, et qui ne fasse pas non plus, comment ça s'appelle, ceux qui travaillent dans la saisie, quand ils saisissent les maisons, comment ça s'appelle, être huissier. Voilà, ne travaille pas non plus dans huissier, ce n'est pas un très bon métier, parce qu'en général, les gens qu'on vient prélever, en général, ils ne donnent pas des très bonnes brachot quand on sort de chez eux. Donc, pour pas qu'on ait l'akpada des gens ce soir, en général, ce n'est pas un métier qui est prisé selon la halakha, selon la Torah. Il vaut mieux un métier nekia. Un métier nekia, c'est un métier beau, agréable, dans lequel tu fais du bien. Tu peux être docteur, tu peux être agent immobilier, tu peux faire du bien au prochain, tu peux aider l'autre, tu peux créer quelque chose. D'accord? Béhémet, j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas y arriver aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va y arriver, mais dans les lois de métavers et d'agents, on parle également des agents immobiliers, Béhémet, les Ashkénazes, ils sont très makpidim de donner de l'argent quand on va voir un chatran, quand on va voir un intermédiaire. Et les Ashkénazes sont très, très, très makpidim dans ça. Et Rabbi Kaiski disait que Dafka, cet argent, c'est un argent mévorach, c'est un argent qui est porteur de bracha. Il dit pourquoi? C'est parce qu'une personne qui a marié son enfant, comme dit le vieux Passouk, une fille a marié, mon Dieu, quel souci. Donc la personne, elle a marié, sa fille, il est content. Il dit à ce moment-là, quand il est content, comme il va sortir son portefeuille avec joie, donc quand il va donner cet argent, il est porteur de bracha. Quand tu donnes avec la joie, c'est l'argent qui est porteur de bénédiction, de bracha, et c'est un argent, si on peut s'exprimer ainsi, qui porte chance. D'accord? Et ça m'arrive de temps à autre de prendre l'avion, quelquefois comme ça, non. Et des fois, devant moi, comme ça, je vois la personne. 100 € pour un. Il dit, attends, vous exagérez, madame. Et il lui dit gentiment, il lui dit non, des fois, quand on tombe sur une chaîne, c'est très difficile à s'en sortir. Mais qui sort à la fin, il dit, vous savez quoi, je vous donne 100 €, mais il lui a dit toutes les bénédictions qu'il n'a pas écrit dans la paracha qu'on a eu en Berrocotaï. Mais il a dit il a dit au moins, je me suis
je me suis défoulé. Il a dit, il ne faut pas faire ça, mais Béhémet, ça, c'est de l'argent qui n'est pas porteur de brachot. Parce que les gens, ils donnent contre cœur et ils ont avec de la peine. Par contre, quand on donne de l'argent dans la joie, avec plaisir, c'est un argent qui est porteur de bracha. Et c'est pour ça que Béhémet, on dit Dafka, cet argent, il est, comme la personne l'a donné avec joie, avec bonheur, elle est contente qu'on a réussi, qu'elle a réussi, Baruch Hashem, à pouvoir marier sa fille ou son fils. Et bien à ce moment-là, elle va le faire, elle va le donner avec toute la bracha. Donc c'est pour ça qu'il dit Dafka, cet argent, il est porteur de bénédiction. En bouteille, de là, on apprend que toutes les lois des agents, que ce soit des agents immobiliers, des agents matrimoniaux, que ce soit des agents de commission, d'accord, des fois même un conseil, on va voir quelqu'un, un homme dans la finance, il dit voilà, tu investis ton argent en telle chose. Et effectivement, grâce à ça, grâce à ce conseil, ben, j'ai pu gagner de l'argent. Et ça aussi, c'est considéré comme étant un métavers. Un métavers, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient, qui prend et qui donne. C'est aussi par un conseil, maintenant, j'ai pu gagner de l'argent, j'ai pu investir où il se devait. Bien, à ce moment-là, à Botaï, il faut savoir que dans la halakha, toutes ces lois, que ce soit donc agents immobiliers, agents matrimoniaux ou les agents de commission que je viens de vous décrire, elles sont identiques. C'est-à-dire que le salaire qui lui est dû, il est dû au fait que quoi, Rabotai, qu'il a fait une proposition entre deux parties. D'accord ? Donc, j'ai proposé à deux parties une affaire. Alors, à ce moment-là, quand je lui ai proposé l'affaire, j'ai également entamé les négociations et j'ai pu les aider à conclure l'affaire. Parce que des fois, il y a des gens, au début, ils sont contents, puis après, ils commencent à se parler. Et là, il dit non, je vais te montrer. Je dis quoi, tu vas montrer. Et des fois, le ton, il monte. Je ne sais pas si vous avez vu autour dans les agents immobiliers. Des fois, le ton, il monte un petit peu. Des fois, l'agent, il doit être très arrangeant pour un petit peu. D'ailleurs, souvent, les tables chez les agents immobiliers, elles sont rondes. Vous avez vu ou pas ? Pour pas que ce soit trop carré, parce que justement, on a envie d'arrondir les angles. Et donc, ils ont besoin que ce soit en ambiance beaucoup plus décontractée. Des fois, ils vont dans un restaurant pour finir ça, parce que c'est souvent, des fois, on commence une affaire, puis finalement, elle va abolir. D'accord ? Elle ne va pas aboutir totalement. Et donc, on a le salaire qui est dû à l'agent immobilier, justement, elle est due à cela, au fait qu'une personne, elle a d'abord fait la proposition entre deux parties et que finalement, ça a pu aboutir. Il faut savoir que selon la halakha, au taille, là, je vais d'un grand chidouche, il faut savoir que selon la halakha, même si l'arrangement il était seulement oral, je dis à quelqu'un, tu veux que je trouve une maison en Israël? Oui. D'accord. Alors, tu me payeras oui, bien sûr. Et finalement, je lui ai aidé et je lui ai trouvé la maison. Mais Béhémet, on n'a rien signé. Selon la halakha au taille, un engagement oral, ça a exactement le même poids qu'un engagement écrit. Alors, pourquoi on écrit? Pour que les gens n'oublient pas qu'ils se sont engagés. Mais quand les gens ils se rappellent, ils disent oui, je l'ai dit, mais je ne pensais pas vraiment. Ben, selon la halakha, c'est fini. Hein? Il n'y a pas besoin de. Alors, non, s'ils reconnaissent. Quand est-ce qu'on a besoin de témoins ou de documents? Quand il y a une akracha. Quand est-ce qu'on embêtit dans vos tailles? Quand je dis, mais c'est pas ce que j'ai dit. Mais si, c'est ce que j'ai dit. Mais si, c'est pas. Les problèmes, ils commencent là. Parce que justement, les témoins ou l'écriture, elle ne vient que pour le moment où une personne voudrait se rétracter, voudrait revenir sur sa décision, vous dire non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Donc, on prend les témoins, on met par écrit, comme ça, on évite tous les problèmes. Mais selon la halakha, si tous les deux ils reconnaissent, eh bien, c'est exactement le même halakha que si c'était un contrat qui était véritablement écrit. Pourquoi, Botaï, comme j'ai dit tout à l'heure, selon la halakha, tous ces corps de métier, eh bien, l'engagement oral aura le même poids qu'un contrat rédigé. On s'est engagé, d'accord? Et puis, on voit dans la halakha, l'engagement oral, c'est un poids énorme, et à tel point que c'est sur le seul endroit dans lequel on va maudire, le Bedin, il peut se permettre de maudire quelqu'un, c'est en disant tout simplement cette phrase, une personne qui s'est engagée, d'accord? Une personne qui revient sur son engagement oral. Alors, il n'a rien écrit, donc on ne peut plus l'attaquer parce que non, c'est vrai, je n'ai pas dit ça. Mais si Béhémet, il s'est engagé, il faut savoir que le Bedin va proférer à son égard une malédiction. Et c'est quoi la malédiction? Il y a écrit que Mishipara Midor Maboul, où il fera Mimishneomed Bediboro. Donc, c'est une malédiction que le Bedin va proférer envers une personne en disant sache que la personne qui se retracte et qui revient sur sa décision, sur sa parole, sans raison, hein, parce que si effectivement il dit non, mais il m'avait promis une maison et finalement ce n'est pas du tout ce qu'il m'a promis, alors ou c'est pas ce qu'il, là effectivement là il a le droit de se rétracter, c'est pas ce qu'il avait, c'est pas engagé dans ce but. Mais si toutefois la personne elle a reçu le produit qu'on lui avait promis mais qu'elle se rétracte et non j'ai plus envie de l'acheter, ma femme elle n'est pas d'accord, ou bien non je suis, eh bien à ce moment-là au taï, selon la halakha, cette personne est passible d'une malédiction. Mishepara, midor maboul, ou il fera mimi chez Eno, Med Bedibron.
Donc, on lui dit à la personne, celui qui revient sur sa parole, il sera puni par Akadosh Baruch Hu qui a lui-même décrété le Maboul sur terre. Et donc, en d'autres termes, celui qui a Akadosh Baruch Hu, il a amené le Maboul sur terre, sache que toi aussi, cette personne sera passible de cette malédiction. Donc, c'est très, très, très grave. D'accord, le Bedin, ce n'est pas un gouffre qui a l'habitude de proférer des malédictions. Un Bedin est là pour faire le shalom entre les gens, même si malheureusement il faut divorcer, mais des fois le divorce, c'est dangereux parce qu'après, pour éviter les disputes, ainsi de suite, mais c'est souvent le but d'un Bedin, c'est de rapprocher les gens et pas de faire l'inverse. Donc, s'il profère une malédiction, c'est extrêmement grave. C'est la même chose, un engagement oral selon la halakha a exactement le même poids qu'un engagement écrit. Et donc, surtout dans ces corps des métiers, on a dit effectivement qu'on n'a pas le droit de se rétracter. Par contre, il est recommandé, c'est pour ça qu'on évite beaucoup de problèmes quand on met les choses par écrit, ça va éviter énormément de malentendus et c'est comme ça qu'on préconise de faire pour ne pas qu'il y ait lieu à des rétractions, que la personne puisse se rétracter et puisse dire non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, tu m'as mal compris. Alors, il faut savoir que quand maintenant je me suis engagé, donc j'ai pris un appartement et donc je dois payer, j'ai acheté une maison, bien j'ai loué une maison, d'accord? Donc je dois payer et rémunérer cet intermédiaire. Il faut savoir qu'à ce moment-là, selon la halakha, eh bien, ça va avoir le même din que la srirut poalim. C'est quoi la srirut poalim en Odaï? Dire que quand je viens rémunérer mon employé, donc j'ai quelqu'un qui vient à la maison et il me fait la peinture. D'accord? Et maintenant, donc il a fini, à la fin de la journée, il a fini tout le travail que je lui ai demandé de me peindre le Beth Midrash et effectivement, il a fini. Selon la halakha, le soir, une fois qu'il a fini, je suis obligé de le payer Minatora. D'accord? Et si je ne le paye pas, je dis non, alors que j'ai l'argent sur moi. Donc, je peux aller le tirer, mais je n'ai pas envie. Ils disent bon, tu reviens. Et malheureusement, beaucoup de patrons, ils disent ça, ils veulent montrer qu'ils ont plus d'emprise sur leur employé, surtout s'il lui dit est-ce que tu peux me payer direct, comme ça que tu me demandes. Mais malheureusement, il faut savoir que ce comportement, il est totalement interdit par la Torah et c'est un issour de Bal Yalin. Ce sera pour elle, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction de repousser la rémunération de l'employé. Il faudra le payer en temps et en heure dès qu'il finit son travail. Ça dépend de chaque corps de métier. Donc, s'il finit son travail, si c'est un kablan ou bien si c'est un employé, donc tous les mois. Mais en tout cas, quand vient le moment de payer, il faut savoir que c'est une mitzvah d'oraïta de le payer. Si je le repousse, eh bien, je transgresse une interdiction de la Torah de Bal Yalin Sachar de repousser le salaire. Il faut être extrêmement vigilant. C'est quand on a l'argent. Quand on n'a pas l'argent, tant que je l'ai, c'est-à-dire que c'était entendu. Par exemple, je lui dis bon, tu me construis toute la maison et le temps que je trouve l'argent, si c'était entendu depuis le début, c'est baissé l'air. Mais si maintenant, la personne, comme ça dit la Torah, peut-être que la personne, c'est tout son pain, elle s'est donnée à fond pour pouvoir finir dans la journée et finalement, tu ne l'as pas payé en temps en heure, selon la Torah, on transgresse une interdiction bête. On dit que le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria, quand il allait chez le sapar, chez le coiffeur, il empruntait de l'argent pour pouvoir le payer. Normalement, tu n'es pas obligé d'emprunter. Si tu n'as pas l'argent sur toi, tu n'as pas. Surtout si tu l'as dit au début, écoute, je n'ai pas payé. Maintenant, je te payerai demain. Il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Mais le Harizal était marmire et il empruntait de l'argent pour pouvoir payer le jour même, pour pouvoir accomplir la mitzvah de Beyomo, Kiten Secharo. C'est une obligation. C'est une mitzvah de la Torah. Des fois, des petites mitzvahs comme ça qu'on peut faire facilement. C'est une mitzvah de Horaï. Tu as des fois des mitzvahs, ça nous coûte beaucoup, on s'investit, on fait beaucoup d'efforts pour le faire. Il y a des mitzvahs, des fois, qui nous viennent très facilement. Vous pouvez le payer. D'accord, comment il s'appelle le monsieur qui coiffe le tzaddik, monsieur Cohen? Elbaz, voilà. Souvent, il coupe en bas, tu le payes le jour même. Et Atam Kayem Mitzvah de Roto, comme ça il dit le Péléot, il dit il y a des mitzvot qu'on peut faire à l'appel, juste on n'a pas conscience. On ne se rend pas compte qu'en fait. Hein? Ouais, donc mais il faut le payer à la fin de son travail. Kablan ou un sachit, c'est pareil? Non, c'est pas pareil. Ça dépend de l'ampleur du travail. Mais là, comme c'est un travail, en général, on le fait en une fois, à moins d'avoir vraiment. À moins que ce soit plus de ciseaux qu'il faut, c'est une tondeuse à gazon. Mais dans ce cas-là, on doit le payer. Ouais, dès qu'il fait son travail, on doit le payer immédiatement. C'est une mise de Raïta. Et si on ne paye pas, il dit mais il faut les chaven. Et comme ça, il dit le Péléot, il dit quelqu'un dans la rue te demande de l'heure. Il dit t'es chaven, les kaya mitzvah kamocha. Quelqu'un te demande la monnaie. T'es chaven, les kaya mitzvah de Raïta. Quelqu'un te demande une machine à café, il n'a plus de monnaie. Tu es pour 30 centimes d'euros. C'est une mise à très saine. Il dit il faut les chaven, des fois des actes qui sont anodins, qui ont l'air sans valeur, mais en fait, on a la bonne kavana. Donc, à Ravotaï, on a dit que les lois de rémunération d'agents immobiliers, d'accord, d'agents de commission, sont les mêmes que les lois de rémunération d'employés.
D'accord? Donc, elles sont écrites dans le Shulchan Aruch, dans les lois de Srirut Poalim, dans les lois, dans le chapitre 335 du Shulchan Aruch. Donc, il faut les payer à Rabotai sans tarder. Au moment, la totalité de la commission, il faut payer. Il dit, bon, je t'ai donné, écoute, j'ai acheté une maison à 150 000 euros, je t'ai donné 15 000 euros, ça va, tu vas attendre encore un peu pour le reste. Des fois, par principe, on fait ça. Si on n'a pas l'argent ou si on s'est entendu avant qu'on l'a convenu, c'est BCLR. Il n'y a pas, enfin, si tous les deux côtés sont d'accord, il n'y a pas d'interdiction. Mais quand, des fois, gratuitement, on dit non, je ne te paye pas tout maintenant. Alors, si maintenant vous ne voulez pas tout payer au début pour être sûr qu'ils finissent, ça, vous avez raison. Parce qu'on dit en Israël, tant que tu n'as pas payé, c'est toi le roi. Une fois que tu as payé, c'est fini. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne au bout du fil. D'accord? Donc, une fois que tu donnes une partie au début, ça oui, ça c'est une. Dès qu'il n'y a pas de problème de parce que c'est très bien que si tu donnes tout au départ, et puis comme vous avez dit, on paye à la fin du travail. Mais là, l'agent immobilier, on a dit que c'est quoi la définition d'un agent immobilier, d'un agent, c'est quoi? C'est le fait de faire une proposition entre deux parties. À partir du moment où j'ai fait la proposition, donc il y avait une personne qui voulait marier sa fille avec son fils, et moi je lui ai fait la proposition. À ce moment-là, j'ai fait ma mise. Il y a une personne qui vient pour acheter une maison. Donc moi, je connais l'acheteur, je connais le propriétaire, je les ai mis en contact. À ce moment-là, j'ai fait une maison. Donc normalement, selon la halakha, à ce moment-là, il mérite salaire. Simplement, si on a besoin de lui pour les négociations, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois, on commence les négociations parce que ça ne va pas, et il n'est pas d'accord, et souvent, sur la période de comment dire, quitter les lieux, souvent on ne s'entend pas à ce moment-là, et les locataires sont dedans, il y a beaucoup de problèmes. Donc en général, oui, l'agent immobilier, il a aussi toute cette responsabilité. Mais si maintenant, ils se sont bien entendus et que tout est rentré en ordre, et bien à partir du moment où il a transmis il a fait la proposition entre ces deux parties, selon la halakha, il mérite totalement son salaire. Donc on a dit, c'est comme dans les lois des Srirut Poalim, il faudra le payer en temps et en heure, sans tarder, et la totalité de la commission sans attendre. S'il refuse, il dit non, je ne te paye pas maintenant, c'est-à-dire que le Beddin, il a la possibilité de forcer la personne à régler la totalité de sa dette. Et il n'aura pas le droit. Il lui dit, vous êtes obligé de payer. Il lui dit, il fait un sac, il oblige. Après, on l'a dit. Si on l'a dit, il y a des fois. Hein, si la transaction s'est faite. Oui, bien sûr. Pas simplement s'il a présenté. Quoi. Non. Normalement, on fait la proposition, on entame les négociations et on attend de conclure l'affaire. C'est ça le vrai travail d'un métavers. Simplement, il y a des gens à Botaï, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent être plus malins. Ils disent, bon, tu m'as montré où était la maison, je vais aller tout seul. Donc, je lui dis, est-ce que tu connais une maison à acheter à nuit? Ah, bien sûr que je connais. Où elle se trouve? Il me le montre. Écoutez bien le cas. C'est un cas que j'ai été confronté. J'en ai après ami avec la... Hein? Après tout, c'est des histoires qui sont tous les jours dans l'immobilier. Ah, ça, ouais, c'est ça. Vous voyez, ouais. Il dit, voilà, elle est là. Ah, très bien. Et lui, maintenant, il est un peu fif, comme on dit en yiddish. Il est parti lui-même dans l'immeuble. Il a tapé au porche. Il a dit, voilà, est-ce que le truc, il a trouvé le numéro de la personne et il a réussi finalement à conclure à faire tout ça. Donc, l'agent immobilier, il n'a rien fait. Il était en train de rouler en voiture. Il lui a montré du doigt. Selon la halakha, écoutez bien, selon la halakha, la personne, l'agent immobilier, il reçoit tout le salaire. Et il va recevoir sur ce coup de doigt qu'il a fait, sur ce point pointé du doigt, il va recevoir tout son salaire comme s'il avait fait tout le nécessaire. Parce qu'en réalité, le icar d'un travail, et ça, souvent, les gens, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Je comprends qu'est-ce qu'il a fait. Il m'a juste décrit, il m'a juste pointé du doigt. J'ai tout fait tout seul. Mais d'abord, tu n'avais pas le droit de le dépasser, de le supplanter, de passer dans son dos. Mais même si tu l'as fait et que ça aboutit, eh bien, lui, tu ne peux pas lui retirer, en réalité, le salaire qui lui revient. Pourquoi? Parce que c'est quoi un agent immobilier en taille? C'est une transmission d'informations au bon moment entre deux personnes. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes. Je connais un acheteur et je connais un vendeur. Maintenant, je sais que l'acheteur, c'est quelqu'un de sérieux, il a l'argent, il a ce qu'il faut, il a un bon dossier. Et je sais que le vendeur, c'est quelqu'un qui veut s'en débarrasser, qui veut faire son allié. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'information, elle est essentielle. C'est-à-dire que la transmission d'informations, elle justifie un salaire total. Alors, effectivement, ça fait cher payer pour pointer du doigt. Il va recevoir 50 000 euros parce qu'il a juste pointé du doigt, ça fait cher payer. Donc, en général, le travail d'un agent immobilier, il consiste effectivement à s'asseoir sur la table de négociation, à faire de pourparlers et à finaliser la vente. Parce qu'une fois de plus, il est vrai que souvent ça n'aboutit pas. Souvent, on ne va pas jusqu'au bout. D'accord? Merci beaucoup. Bon, allez, en voiture. Merci. C'est Dieu bénisse. Donc, on est en train de dire que tout simplement, la halakha, dans ce cas-là, elle va dire qu'il est vrai que normalement, un agent immobilier, il a tout un processus pour pouvoir finaliser la vente.
Mais si la personne, l'acheteur ou le vendeur, ils ont voulu le doubler, ben tant pis, c'est eux qui ont perdu. Parce que, hein, le bail passé, supplanté, non? Ouais. Le bail passé. Le bail passé, on dit en français. Le bail passé en amont. Ah, c'est un ordinateur. Ok, il va supplanter la personne, il va essayer de le dédoubler, il va essayer d'éviter en fait. Il faut savoir que son halakha rabotai, cette personne, elle va perdre. Elle perd, tant pis. Elle a perdu, elle a fait ça. Et elle aurait dû normalement être aidée tout au long des négociations. Elle a voulu. Parce qu'en réalité, le salaire d'un agent immobilier, il est là. Mais souvent, je vois les gens, au Bedin, on a beaucoup de problèmes, ils disent non, mais il n'a rien fait. Alors, c'est vrai, quand soi-même, pointer du doigt un appartement ou aller, quand on est dans un mariage, ça m'arrive souvent à la fin du mariage, je me retrouve avec une quinzaine de numéros de téléphone, telle personne, ils me demandent après de pouvoir les mettre en relation. Très bien, j'ai un séminaire, donc j'assume, je le fais très bien. Mais la personne, maintenant, par cette information, en réalité, elle a fait tout ce qu'il fallait. Elle a donné l'idée à une personne et la personne va le concrétiser. Alors, j'ai dit que normalement, un métavers ou un chatran ou un agent de commission, quel qu'il soit, il aurait dû normalement être là tout au long de l'acquisition jusqu'au bout. Mais s'il est tombé sur quelqu'un qui a voulu le dépasser, eh bien, à ce moment-là, ça n'enlève en rien à l'agent immobilier son droit de recevoir son salaire. Comment ? Donc, il a montré, il n'a pas de preuve. Non, il n'y a rien qui vous avez raison. C'est pour ça qu'on parle que dans le cas où tous les deux ils acquiescent, les deux ils reconnaissent. On ne parle pas de gens. L'autre, il dit non, tu m'as dit ça comme ça, mais tu m'as. C'est pour ça qu'on est en Bedin. C'est exactement les problèmes qu'on a tous les jours en Bedin, c'est ça. Là, il dit tu m'as dit, tu m'as pas dit. Mais si je t'ai dit, mais non, je t'ai pas dit. C'est que à ce moment-là. Amène la preuve que tu m'as dit. C'est pour ça que vous avez raison, qu'on écrit, on met tout par écrit. Il dit oui, tu l'as dit. Maintenant, il va dire oui, mais je te donne que 1%. Et l'autre, il prend 5% dans toutes ces transactions. Ah, je vais te dire 1%. 1%. Voilà, c'est 1%. Et on connaît le Bedin, il reconnaît 5. Alors, il faut aller en réalité selon le corps de métier. Si ce corps de métier, la majorité des gens, ils prennent 5%, on est obligé de donner 5%, même s'il n'a pas dit. Ouais. Si la majorité des gens, ils prennent 1%, vous avez raison, on va selon 1%. Mais non, l'autre, il va dire, moi, je te donne 1%. Mais ce corps de métier, il prend combien normalement? C'est 5%. Alors, il est obligé d'accepter. Il n'a pas le choix. Parce qu'en fait, il s'est mis dans les conditions d'un agent immobilier. Il a accepté les conditions qui lui ont été imposées. Qu'est-ce qui se passe à Botaï? En préambule, tout ça, il faut dire qu'il est de bonne foi. Ah bah oui, si, on a dit. Si. Il n'y a que des mauvaises fois. Ils ne font pas Bedin, c'est pas compliqué. Voilà. Vous avez... Non, si on ne parle pas de gens honnêtes, on peut rien faire. C'est pour ça qu'on met tout par écrit, je suis d'accord. Il faudrait tout mettre par écrit pour éviter les malentendus, et malheureusement, ils sont très nombreux. Après, ça c'est que dans le cas de situation où la personne sait que je suis agent immobilier. Exactement. C'est une discussion comme ça. Et qui profite d'une information. Bien fait, vous avez raison. Alors juste, je vais essayer de vous répondre. On a dit comme ça que exactement à 24. Alors je voudrais donc définir le travail des commissionnaires parce qu'effectivement là, selon ce que je vous dis, ça a l'air peut-être assez facile de devenir riche. Alors parce que chaque fois que je vois des maisons, je dis là-bas, la maison, je montre à tout le monde. Et puis les gens ils vont venir mettre ça dans le compte en banque et puis c'est facile. Il faut savoir qu'en réalité, la définition, l'action d'un agent immobilier, d'un commissionnaire quel qu'il soit, c'est de transmettre une information à un parti et cette information va lui permettre de rentrer en contact avec le second parti et ils vont pouvoir finalement concrétiser l'affaire pour pouvoir mener à bien la transaction. C'est-à-dire que finalement, en Botaï, il y a oui un processus qui doit être fait, d'accord? Mais on a dit qu'en réalité, le quart du salaire, il revient sur la transmission de l'information parce que sans ça, on n'aurait pas pu commencer quoi que ce soit. Alors théoriquement, j'aurais dû assister à toute la finalisation de cette acquisition. Mais si il ne m'a pas laissé le faire ou il m'a mis de côté, ou bien malgré tout, il faut savoir que le fait de transmettre l'information, c'est ça le travail principal et c'est ça ce qui va justifier son salaire. C'est une condition nécessaire mais non suffisante. C'est-à-dire? Parce que jamais la transaction n'aboutit pas, il n'est pas payé. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait en fait transmettre l'information, mais si en l'occurrence, il n'y a pas de transaction, il n'est pas payé. Moi, je suis une information, après que tu n'es pas rendu avec lui, c'est pas sa faute. La semaine dernière, je parlais à un agent immobilier, mais il m'a dit, vous savez, combien c'est fatigant moralement et psychologiquement et de s'investir. Et le même appartement, on monte des dizaines et des dizaines de fois les trucs jusqu'à que ça peut aboutir. On croit non, c'est bon, il n'a rien fait. C'est pas vrai. C'est beaucoup d'investissement.
Alors, c'est vrai, des fois, il a un coup de chance. En une fois, il l'a fait, mais pour avoir ce coup de chance. Non, voilà. Alors, je n'ai pas encore parlé d'exclusif. Effectivement, il y a d'autres lois qui sont un peu différentes. Mais je dis juste que tout simplement, le fait que il y a un salaire à ce moment-là, eh bien, on a dit que c'est l'agent qui a proposé l'affaire qui va recevoir son salaire. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, moi, je suis agent immobilier, je vais vous voir, je dis, Shimon, j'ai un appartement à te vendre. Et j'ai à te proposer. Et je lui dis, ou bien, c'est Shimon qui vient me voir, mais est-ce que vous avez un appartement à me proposer? Dans la halakha, c'est la même chose. Que ce soit moi qui ai fait la démarche pour aller voir un client, que ce soit le client qui soit venu me voir, c'est exactement la même chose. On va dire, ah non, celui qui est venu me voir, tant pis, je dois rien lui payer. Ça n'a rien à voir à vos tailles. On doit à ce moment-là lui donner un salaire total. Qu'est-ce qui se passe dans vos tailles si on a dit tout à l'heure que la personne, maintenant, elle donne l'adresse, elle donne le numéro de téléphone, le nom du propriétaire, et qu'à ce moment-là, il a voulu faire tout le travail tout seul, on a dit qu'il va quand même mériter son salaire, et il n'y aura aucune distinction. Par contre, qu'est-ce qui se passe si j'ai donné des informations très vagues? Je lui dis, écoute, à Neuilly, j'ai un appartement. Je lui dis, attends, à Neuilly, il habite là-bas. Et il fait une déduction. C'est vraiment très fif. Il arrive à trouver tout seul l'appartement que vous aviez l'intention de lui proposer. Donc, tout seul, il a fait le travail. Donc, je répète, si tu lui donnes des informations précises, selon la halakha, il mérite salaire. Et donc, quelle que soit la manière dont j'ai pu finaliser l'acquisition, c'est grâce à cette personne parce qu'elle m'a donné une information. Donc, on a dit que le salaire d'un agent immobilier, d'un bien immobilier quel qu'il soit, d'un commissionnaire, c'est sur le fait d'avoir transmis une information qui est précise. Par contre, qu'est-ce qui se passe si j'ai donné une information très vague? Donc, j'ai donné le nom du quartier, ou bien j'ai donné quelque chose de très, très, très vague comme ça, pour faire en sorte qu'il ne puisse pas le retrouver. Bien, j'ai donné le nom du promoteur. Je dis, tu vois, je ne sais pas comment il s'appelle le promoteur ici. Il dit, voilà, ce promoteur-là, ce promoteur, il a 17 sites en construction en même temps. Et lui, il a réussi à retrouver lequel appartement vous voulez lui proposer. À ce moment-là, comme il a donné des informations qui sont très vagues, ou il a donné juste le nom du quartier, eh bien à ce moment-là, il sera quitte de payer les frais de commission. Je parle dans le cas où il n'a pas signé, parce que s'il a signé, alors à ce moment-là, il est engagé et c'est très difficile de s'en détacher. Mais si il a donné des informations qui sont trop vagues, alors à ce moment-là, il ne mérite pas de salaire, parce que à ce moment-là, ça ne va pas permettre de pouvoir finaliser. Si lui, il a réussi à le trouver parce qu'il a eu de la chance, bon, alors dans ce cas-là, il n'a pas besoin de payer quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, moi, je n'ai pas donné d'informations sur le vendeur, mais j'ai juste donné des informations sur le bien immobilier. Alors, je dis, voilà, c'est un 5 pièces, je vais te proposer un 5 pièces. Alors, lui, il fait le calcul, il dit, attends, 5 pièces, il connaît tous les, je dis, bah, c'est très bien, où il y a les 5 pièces. Et il a réussi à le trouver. Bah, dans ce cas-là, comme il a donné des informations très vagues, et en plus, il n'a pas donné sur le propriétaire, parce qu'on a dit que le travail d'un agent, c'est de mettre en contact deux personnes, et bien à ce moment-là, le fait qu'il ait donné que des informations sur le bien immobilier, il lui a dit, voilà, cet appartement que je te vends, il donne sur le quai de Seine. Et lui, il arrive à trouver, il fait le calcul, et, grâce aux angles, il a réussi à trouver l'appartement. Comme il a donné des informations qui sont trop vagues, alors selon la halakha, il n'aura pas besoin de payer quoi que ce soit, parce que finalement, il n'a pas fait de travail. Qu'est-ce qui se passe en tête si maintenant, moi, je pars devant une maison et je vois une banderole écrit à vendre? Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, si il a l'exclusivité. À ce moment-là, l'exclusivité, d'accord, c'est-à-dire que finalement, toute la vente de cette maison, elle doit revenir à l'agent immobilier. D'accord, parce que selon la halakha, quand un agent immobilier il a eu l'exclusivité, eh bien, à ce moment-là, quelle que soit la manière dont la vente va se réaliser, et le salaire reviendra à l'agent immobilier. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, moi, l'agent immobilier, j'ai mis mon affiche sur le balcon, et la personne, elle a compris tout de suite, elle l'est montée, elle a vu, elle a tapé, elle dit, je vais te lâcher, ils l'ont acheté tout seul. Malgré tout, même si l'agent immobilier était à Hawaï pendant 3 mois et qu'il revient, tu devras le payer, même s'il n'a rien fait du tout, parce que finalement, il a mis sa banderole. Et c'est comme ça que toi, le client potentiel, a pu être au courant de la vente de cette maison. Et donc, selon la halakha rabotai, eh bien, il deviendra agent, il va recevoir son salaire. Il faut signer un rabotai. Je finis avec ce point-là. Il faut savoir que le minhag dans le public religieux rabotai, dans le public religieux, très souvent, le fait qu'il y ait des personnes qui donnent des informations, eh bien, c'est comme si, selon la halakha, je dis pure, je ne parle pas selon les lois du travail, selon les lois du pays, eh bien, c'est comme si c'était un agent immobilier, comme si c'était un chatran, parce qu'il s'est sous-entendu dans le monde religieux, comme ça a été convenu, que le fait de transmettre une information me donne droit à recevoir un salaire. Et donc, Rabotai, ça c'est dans le monde religieux. Par contre, Rabotai, en dehors d'Israël, en dehors des quartiers religieux, non, si une personne maintenant, elle n'est pas
elle n'est pas agent immobilier. D'accord? Elle n'a pas l'habitude ni de faire des affaires, ni quoi que ce soit. Et elle m'annonce, elle me dit dans son immeuble, il y a un appartement qui s'est libéré. D'accord? Moi, c'est mon avis à la synagogue. Lui, ni il est agent immobilier, ni il a travaillé dans ce domaine, ni rien du tout. Est-ce qu'il peut venir me voir et dire, écoute, tu dois me payer? Eh bien, comme j'ai dit, ça dépend du minhag hamakom. En Israël, dans le quartier religieux, oui, parce qu'on considère que toute personne, toute transmission d'informations mérite un salaire, mais en France et dans le monde entier, et en dehors des quartiers religieux, même en Israël, en dehors des quartiers religieux, je ne sais pas qu'à Tel Aviv, vous faites ça, rien du tout, d'accord? On ne mérite pas de salaire parce qu'effectivement, il faut être habilité à pouvoir recevoir. D'ailleurs, selon la loi, c'est interdit de recevoir l'argent comme ça en disant je t'ai juste transmis. C'est pour pouvoir recevoir un salaire, il faut être un véritable agent immobilier qui est d'ailleurs un ishour, qui est d'ailleurs le droit de pouvoir travailler et de pouvoir prendre ce corps de métier. Donc, ce n'est pas de nature encore réalité à vos tailles. Bien entendu qu'il faut être habilité pour pouvoir recevoir un salaire et pas que chacun commence à dire écoute, tu me donnes l'argent et ainsi de suite, parce que dans ce cas-là, on ne va pas s'en sortir. Baruch Adonai, il est Olam. Amen. Amen.